Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième émission de l'association SOS IEF. Bonjour Angèle. Bonjour Mathilde, bonjour Maître Fouret. Alors, nous recevons justement aujourd'hui Antoine Fouret, avocat au barreau de Paris et spécialiste de l'instruction en famille. Donc, bonjour Maître Fouret. Bonjour. Alors, vous êtes très connu des familles en IEF, particulièrement depuis 2022, c'est-à-dire depuis la mise en application de la nouvelle loi qui régit l'instruction en famille. Vous êtes, on peut le dire, quand même vraiment le principal avocat à défendre les familles auxquelles est refusé le droit à faire l'instruction en famille. Et dans ce cadre-là, vous allez évidemment nous en parler, vous plaidez partout en France, aussi bien dans les tribunaux administratifs que dans les tribunaux judiciaires. Donc, nous sommes deux pour vous interviewer, puisque nous vous recevons pour parler de deux thématiques bien distinctes. La première que vous allez aborder avec Angèle concerne donc le contentieux et la jurisprudence de l'IEF, dont vous êtes évidemment un spécialiste. En ce début mars 2026, il va être particulièrement intéressant de vous entendre sur ce point, alors que s'ouvre la 5e campagne de demande d'autorisation. Et donc, la deuxième thématique que nous allons aborder ensemble concerne notre démarche d'inscription de l'IEF au patrimoine culturel immatériel. Voilà, pour le programme de cette émission. Donc, Angèle, je te laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, Mathilde, merci. Alors, Maître Fouret, vous êtes connu bien sûr nationalement comme l'avocat des familles IEF et vous avez fait de cette spécialité une expertise recherchée. Vos années de défense de ces familles vous permettent aujourd'hui d'avoir un regard précis et affûté sur la situation administrative et pénale des familles IEF. De ce fait, est-ce que vous pourriez nous faire un rapide tour d'horizon sur les 4 dernières années de bataille administrative suite à la promulgation donc, de la nouvelle loi conditionnant la pratique de l'IEF à une demande d'autorisation? Est-ce que vous avez des chiffres précis à nous donner sur le nombre d'enfants IEF en cette année scolaire 2025-2026 ? Oui, alors on peut faire un rapide tour. Alors, pour commencer par la fin, sur les chiffres précis, non, j'en ai pas. Je suis comme les familles IEF, une association tributaire du ministère qui communique des chiffres au gré des procédures CADA 2, 3, 4 ans après les événements. Je crois que la Cour des comptes, mais là je parle de mémoire, je n'ai pas revérifié, mais évoqué aux alentours de 60 000 dans son rapport là, de l'automne. Mais je crois que c'est pour l'année 2023-2024, donc ça a pu varier. Oui. Après, d'un point de vue autorisation, la DGESCO officiellement soutient qu'environ 50% des dossiers reçoivent une autorisation. A priori, ils prennent leurs chiffres après rapport, mais ils ne le précisent pas. Donc, c'est l'estimation de ma part. Pour le contentieux depuis la réforme, écoutez, c'est assez compliqué de tracer une ligne directrice, tout simplement parce que c'est ce que je vous disais en préambule. Le contentieux a varié au moins 2 fois par an, tous les ans depuis la réforme. Que ce soit, d'ailleurs, quand je dis contentieux, le pré-contentieux aussi, parce que ce soit les commissions de rapport des rectorats ou que ce soit les différents tribunaux administratifs, on a eu des changements de position incessants. On en a plein. On a eu en 2022 Toulouse qui retenait l'erreur de droit. L'erreur de droit, concrètement, c'est l'argument selon lequel la famille doit faire l'effort de présenter une situation propre, mais n'a pas à justifier de cette situation propre, ni à ce que cette situation propre est une situation particulière. Simplement, présenter l'enfant pour que le rectorat puisse vérifier que le projet éducatif s'y adapte. Toulouse retenait ce moyen, depuis, il ne le retient plus. Orléans l'a retenu en 2023, et après, ils ont arrêté de juger, donc on ne peut pas dire qu'ils ne le retiennent plus, mais en tout cas, on a pas une nouvelle décision. Rouen avait pris position assez fortement avec une série de 7 ou 8 jugements en 2023, en 2024, sur des affaires de 2023, et en 2025, ils ont reviré de bord, confirmé par Douai, et pendant ce temps-là, Caen, qui est la juridiction qui dépend également du rectorat de Normandie, donc assez lié à Rouen, nous a rendu, c'est les dernières jurisprudences de Caen, cette décision favorable sur l'erreur de droit, donc à considérer qu'il n'y a pas lieu ni de démontrer, à proprement parler, une situation propre, ni même de démontrer son caractère particulier, qui serait assez favorable. Après, on a beaucoup de juridictions qui ont tendance à retenir que la situation propre serait un critère autonome, non défini. Aucune juridiction, aucun texte réglementaire, aucune notice, rien n'a été fait pour tenter de définir positivement ce qu'est une situation propre. On a eu des victoires avec des juges exigeant une situation propre sur des situations précises, mais sans aucune généralisation ni théorisation de la part de la juridiction. Ce qui fait que si on voulait appliquer le critère de situation propre, on serait bien en peine de trouver une vraie grille de lecture, puisque soit on a un cas qui correspond parfaitement à un des quelques cas jugés favorablement, et encore, on a des vraies divergences entre différents tribunaux sur des cas très similaires.
ou alors c'est l'arbitraire le plus complet. Et c'est pour tout vous dire, du moins intellectuellement, ce qui nous conforte un petit peu sur cette fameuse erreur de droit, c'est de se dire qu'à partir du moment où on n'a pas défini une notion et qu'on s'inscrit dans le cadre d'un renversement de logique, c'est-à-dire d'un régime qui était purement déclaratif à un régime soumis à autorisation, donc une restriction de liberté, on ne peut avoir une approche qu'assez ferme et qu'assez restrictive du nouveau régime, et donc s'il ne définit pas de situation propre, il n'a pas de contour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de périmètre, donc tout est une situation propre. Voilà. Et donc là-dessus, on est assez optimiste, même si la bataille est très loin d'être gagnée, qu'il y a beaucoup de juridictions qui vont en sens inverse. Et c'est vrai que dernièrement, on a eu une très très bonne décision de la Cour d'appel de Limoges, alors en correctionnel, mais jusque-là, il y a une plénitude de juridictions donc qui peut se prononcer sur des questions de droit administratif, qui, elle, a bien retenu finalement cette erreur des droits à maxima, à savoir que le rectorat avait un contrôle limité à ce qui était prévu par la réserve d'interprétation de l'inconnu du Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, le contentieux, si vous voulez, il est très variable. En termes de réussite, de résultat, il est très compliqué à estimer. Tout simplement parce que je dirais qu'une famille qui vient me voir pour faire un contentieux, à partir du moment où j'ai écrit le contentieux, une famille sur deux qui va gagner ne va pas gagner au tribunal, mais va gagner par une décision octroyée la veille de l'audience ou le matin de l'audience par le rectorat. Ce qui fait qu'il ne va pas y avoir de jugement ni d'ordonnance de référé. D'accord. Et donc, si vous voulez, quand vous regardez sur les bases de données, vous trouvez, je n'ai pas regardé récemment, mais quelque chose de l'ordre de 100 ou 150 victoires en instruction en famille. Ce n'est pas du tout la réalité, parce qu'en fait, vous avez plein de familles qui ont eu l'autorisation juste avant que le juge puisse se prononcer. D'ailleurs, le rectorat le fait de moins en moins, il l'a quand même un peu fait l'été dernier, il le faisait beaucoup les étés précédents. Il veut absolument éviter toute jurisprudence défavorable. Et donc, dès qu'il pense que raisonnablement, il va se faire massacrer par le tribunal, il vous donne l'autorisation le matin de l'audience, ce qui fait qu'il n'y a pas de jurisprudence contre lui. D'accord. C'est une bonne stratégie. Mais bon. Mais comment vous expliquez cet imbroglio? Parce qu'en fait, on a vraiment l'impression, est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous voyez dans d'autres affaires hors IEF, dans le droit des familles ou droit de, je sais pas, droit d'entreprise, est-ce que vous voyez un tel imbroglio sur des cas particuliers? Parce qu'on a vraiment l'impression que cette histoire des situations propres, c'est un tel, tout le monde se mélange les pinceaux. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous avez d'autres expériences dans d'autres domaines où il y a ce problème où chaque juge, en fait, juge un peu selon ce qu'il pense? Pas tellement, pour tout vous dire. Alors, ça tient pas. Ça peut tenir à une certaine dimension idéologique contre l'instruction en famille par le gouvernement, au sens large. Mais ça tient aussi au fait que la plupart des régimes juridiques sont anciens et historiques. Et à l'époque, on avait des législateurs qui étaient avant tout des gens de droit et donc qui savaient écrire des lois. Et aujourd'hui, on a une énorme inflation parlementaire. On a des lois qui ne sont pour la plupart plus très bien écrites. Et donc, quand on a un régime qui est entièrement neuf, on a très souvent ce genre de difficultés typiques de l'instruction en famille. On a des problèmes pareils côté scolarisation pour tout ce qui va être PPS. Entre les réglementations officielles et la réalité, il y a un gouffre. Les tribunaux ne savent pas comment apprécier ça. Ils ne savent pas quelle force obligatoire donner aux conventions, etc. D'accord. Donc, si vous voulez, ça tient, à mon sens, surtout à la nouveauté du régime, qui fait que ce n'est pas très bien écrit, et surtout au fait que, en fait, l'histoire, elle est très simple. Le projet de loi gouvernemental initial, qui était finalement dans la lignée du discours des Mureaux d'Emmanuel Macron en 2021, de mémoire, il consistait à dire pas d'instruction en famille, sauf impossibilité scolaire. Ça, c'était le projet du gouvernement. Dans une démocratie normale, le gouvernement, il propose au Parlement, le Parlement, il débat, il amende, il vote, et c'est le texte du Parlement qui compte. Et le Parlement, il a débattu, il a voté finalement une mouture quand même beaucoup plus souple. Il y a deux manières de la lire, mais il y a une manière quand même assez libérale où finalement, on vous demande un effort, on vous demande de documenter en amont ce que vous allez faire pendant l'année, mais rien d'autre. Et les juges ont malheureusement un peu tendance à se baser plus sur la volonté initiale du gouvernement que sur l'évolution du texte dans son parcours législatif. Alors, encore une fois, ce n'est pas tous les juges. On a eu des juges qui nous ont pas mal suivis sur le sujet, mais les juges sont assez embêtés avec cette situation propre, et ils sont tellement embêtés qu'à la limite, ils vous disent on considère que c'est un véritable critère. Voici la définition, et c'est une définition qui est très compliquée à remplir, et ça ne va concerner que, je ne sais pas, 1000 enfants par an. Pourquoi pas, j'ai envie de dire intellectuellement. Mais là, ils nous disent non, vous n'avez pas de situation propre, mais je ne vous dirai pas ce qu'est une situation propre. Mais si on ne nous dit pas ce qu'est une situation propre, on ne peut pas nous dire ce qui n'en est pas. C'est ça.
Oui, vous revenez dans un article publié aujourd'hui, d'ailleurs, sur le site Village de Justice. Vous revenez longuement sur la notion de situation propre. Et à la lecture de cet article, moi, j'ai compris que vous appuyez bien sur le fait de bien préparer, bien sûr, son dossier de demande d'autorisation pour motif 4, mais qu'il faut y inclure nécessairement des expertises, soit médicales, des expertises professionnelles ou autres, pour justifier de la situation propre de l'enfant. Or, moi, personnellement, j'avais compris, et je pense que comme beaucoup de familles, que le motif 4, il n'y avait pas besoin justement de ces expertises, puisque c'était souvent pour motif 1 qu'on demandait pour raison de santé, dans le cas d'hypersensibilité, des choses comme ça. Et là, dans le motif 4, dans le CERFA, dans le dossier de demande, les pièces jointes, on nous dit à aucun moment d'inclure des expertises médicales. Donc là, on se rend compte un petit peu que ce motif 4, comme d'habitude, c'est toujours le nœud du problème, en fait. Ah bah, le motif 4, de toute façon, c'est… alors là, je me fonde que sur ma pratique, je n'ai pas les chiffres des juridictions administratives, mais c'est 90% du contentieux en IEF et 80% si on inclut les rapports. C'est vraiment le nerf de la guerre. Il y a quelques motifs 1, quelques motifs 3 et de rares motifs 2, mais c'est le motif 4, le nerf de la guerre, assurément. Et si vous voulez, il y a deux choses. Il y a ce qu'on va écrire pour aider les familles, typique l'article de ce matin, où là, moi, j'essaye de donner aux familles des conseils ceinture et bretelles. Donc, en effet, si vous pouvez documenter par des éléments extérieurs et objectifs un élément de situation propre, faites-le. Après, ce n'est pas une obligation, c'est encore moins une obligation légale. Je suis d'accord avec vous que la logique du texte même exclut ce genre de situation, puisque quand vous regardez l'architecture, vous avez les 3 premiers points et le 4e qui est la situation propre qui est non définie. Mais les 3 premiers motifs, c'est des situations propres dénommées. L'état de santé ou de handicap, la pratique intensive d'activités culturelles ou sportives ou l'éloignement géographique et l'itinérance. À chaque fois, on est dans une situation particulière dénommée, si on veut le dire autrement. Donc, le motif 4, son principe, c'est d'être à voiture balai et de récupérer ce qui ne rentre pas dans ces motifs-là. Et donc, par définition, si vous avez besoin de pièces médicales, vous êtes censé être dans le motif 1. C'est ça. Il y a que si, à la limite, vous avez une situation médicale, mais qui n'est pas encore diagnostiquée, mais qui a des répercussions concrètes. Et dans ce cas-là, il faut accepter qu'on n'ait pas de preuves, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on n'ait pas de preuves à apporter pour le motif 4 et qu'on se contente des déclarations des parents. Parce que si vous dites à quelqu'un le motif 4, en fait, on considère que c'est un peu la roue de secours du motif 1 ou du motif 3 quand les justificatifs manquent. La difficulté, c'est en termes de logique, ça ne peut pas fonctionner puisque très souvent, si vous n'avez pas les documents pour le motif 1, vous n'en avez pas plus à produire pour le motif 4. Surtout si on s'est rendu compte, j'en sais rien, en février, que son enfant avait un TDAH très prononcé et qu'il fallait un projet éducatif articulé, ça ne se fait pas en 2 semaines, le diagnostic. Et donc, forcément, vous n'avez aucun élément à produire et vous ne pouvez produire aucun élément. Et ça, pour le coup, moi, c'est ce que je plaide à longueur de plaidoirie, au moins depuis 2 ans, à savoir qu'on ne peut pas restreindre le motif 4 à un des 3 premiers motifs avec une exigence légèrement plus faible en termes de preuves. Et d'ailleurs, le rapporteur public du Conseil d'État sur l'arrêt du 13 décembre 2020, qui est l'arrêt de principe en la matière, mais qui nous laisse au milieu du gué quelque part, le rapporteur public disait bien que très souvent, on parle de très jeunes enfants, qui à l'époque, pour la plupart, étaient déjà instruits en famille ou étaient des primo-entrants. Donc, c'est des enfants souvent soit de 3 ans, soit un peu plus âgés, mais que l'école ne connaît pas, que le rectorat n'a jamais vu lors des contrôles pour ceux qui étaient déjà instruits en famille. Et donc, le rapporteur public vous dit, puisque l'administration ne connaît pas ces enfants, la situation propre, l'administration, elle doit juste vérifier qu'elle est étayée afin de pouvoir apprécier la situation de l'enfant. Et ensuite, elle doit vérifier qu'il est démontré qu'il y a une articulation du projet éducatif au regard de la situation propre d'un enfant. Et donc, si vous voulez, si on lit stricto sensu ce que dit le rapporteur public du Conseil d'État, qui a été suivi en plus par la juridiction, moins explicitement, mais qui a quand même été suivi, on n'a pas lieu de démontrer, donc de produire un certificat médical. Théoriquement, vous devriez pouvoir dire « mon fils est suspecté de TDAH » ou même simplement « mon fils est bon en maths et nul en français et donc j'ai des aménagements pédagogiques, mais il n'y a rien de médical là-dedans. » Voilà. Mais est-ce qu'on peut, alors, de ce point de vue-là, si on tend un peu si on continue un peu le raisonnement, dans ce point de vue-là, les familles qui font l'école à la maison, l'instruction en famille par choix pédagogique, donc où il n'y a pas de situation propre à l'enfant, si c'est le fait d'avoir fait toujours peut-être l'école à la maison, mais les familles qui font par exemple une pédagogie alternative, comme Montessori, Charlotte Mason, enfin des pédagogies, voilà, juste se baser sur ce fait-là, en fait, ce sera automatiquement rejeté. C'est ce que je vous dis, il y a 2 lectures de la loi, parce que vous dites ceux qui n'ont pas de situation propre, mais ça c'est une des 2 lectures. C'est-à-dire que vraiment, si vous lisez, mais vraiment
de manière littérale ce que vous dit le rapporteur public sous l'arrêt du Conseil d'État, c'est la situation propre, c'est le fait de présenter l'enfant de manière étayée. Donc, si c'est un choix. Ça pourrait très bien être, mon fils est très normal, Voilà. il avance normalement en mathématiques, normalement en français. En fait, l'idée, c'est de donner les clés à l'administration pour connaître l'enfant et voir si le projet éducatif est pertinent. Et encore une fois, initialement, on en était aux éléments essentiels de la pédagogie. Parce qu'il y a eu une dérive aussi sur le degré de contrôle que peut opérer le rectorat sur les projets éducatifs. Mais ce que nous disent tant le Conseil constitutionnel que le rapporteur du Conseil d'État, je vous dis, la décision du Conseil d'État est quand même beaucoup moins explicite. Donc, voilà, faut s'en faire l'exégèse. Mais c'est tout simplement, on doit apporter les éléments à l'administration pour qu'elle puisse vérifier que le projet éducatif tient la route dans ses points essentiels. Après, qu'ils ne soient pas d'accord avec votre manière d'entamer le cycle 3, de faire le domaine 2, etc., ils n'ont même pas le droit, normalement, d'aller jusque-là. Voilà, d'accord. C'est comme pour la volumétrie. Il y a beaucoup de sujets sur « Ah, mais votre emploi du temps comprend que 14 heures alors qu'à l'école élémentaire, etc. » Ça, autant 2 heures contre 20 heures, oui, on serait sur du manifeste, donc là, il pourrait y aller. Mais 20 heures, 16 heures, il y a trop peu d'écart, ce n'est pas un des éléments essentiels. D'accord, d'accord. Alors, on va revenir un petit peu sur… Bon, vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas trop de chiffres nationaux à nous présenter, mais bon, est-ce que vous auriez quand même une proportion de tête comme ça entre les requêtes donc à l'initiative des familles, donc tout ce qui est RAPO, recours administratif, tout ce qui est requête au tribunal administratif, référé suspension, requête au fond, donc ça, les requêtes à l'initiative des familles, et en proportion, les poursuites à l'initiative du rectorat, c'est-à-dire les signalements au procureur, les informations préoccupantes, les jugements au pénal, etc. Vous voulez dire les proportions en termes de résultats ? Oui, enfin, est-ce que vous voyez une différence un équilibre entre ce que les familles, elles, tentent de faire de leur côté? Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Alors, pour te dire pas du tout, je dirais que, si vous voulez, TA, c'est toujours à l'initiative des familles, et procureur ou juge des enfants, toujours à l'initiative du rectorat, enfin, pas que du rectorat, mais dans 90% des cas. Je dirais que la répartition, en tout cas de mon activité, c'est 90-10. 90% TA et 10% juge judiciaire. On a, sur le plan judiciaire, énormément de familles qui, lorsqu'elles font l'instruction en famille sans autorisation et qu'elles sont mises en demeure, font l'objet d'informations préoccupantes et d'enquêtes sociales. Pour toutes ces familles-là, ce que je vous disais tout à l'heure, à 2 exceptions près, qui sont allées devant le juge des enfants et qui ont gagné devant le juge des enfants, il n'y a toujours eu que des classements sans suite. Les enquêtes devant le juge des enfants ont tendance à conforter les familles instruites en famille, et très souvent, on ne va pas jusqu'au juge des enfants. Je vous dis, on n'y va quasiment jamais. Pour une raison très simple, si vous voulez, c'est que le rectorat vous considère dans l'illégalité quand vous faites l'instruction en famille sans autorisation, ce qui est vrai stricto sensu, sauf que pour le rectorat, vous ne respectez pas l'obligation de scolarisation. Le juge des enfants, dans son contrôle de l'autorité parentale, le point concerné, c'est l'instruction. Donc, dès lors que l'enfant il est instruit, le juge des enfants, ce n'est pas son sujet, qu'il soit en IUF ou à l'école ou n'importe où. La seule chose qui compte, c'est est-ce qu'il est instruit conformément à ses droits et à son âge. Donc là-dessus, souvent, les familles en IUF, vous n'avez pas de problème, parce que pour tout le reste, s'occuper de l'enfant, le soigner, le nourrir, en général, on vous reproche de trop vous occuper de vos enfants et pas assez. Donc, les enquêtes sociales, en général, ils viennent pour vérifier, c'est vraiment caricatural, mais que l'enfant a un endroit où dormir, qu'il y a de quoi manger dans le frigo, que l'enfant, s'il se casse la jambe, il va à l'hôpital. Enfin, vous voyez, vraiment, on est sur ce contrôle-là. On n'est pas sur quel livre il a dans sa bibliothèque, quel jouet, quelle pédagogie est utilisée. On n'est pas dans ce détail-là du tout. C'est ça. Donc, du point de vue judiciaire, il y en a de plus en plus, notamment en termes d'informations préoccupantes. L'année dernière, je crois qu'on a explosé tous les records. Moi, je dirais que il y a bien eu une famille sur 3 ou sur 4 qui a persisté en dépit du refus d'autorisation à faire l'instruction en famille, avec ou sans recours, hein, mais qui a eu une enquête sociale, en tout cas dans notre clientèle. Et il y en a aussi de plus en plus, mais alors pour le coup, ça reste beaucoup plus marginal, qui ont été reçus par le procureur, soit en vue d'une CRPC. Le CRPC, c'est la procédure où vous vous mettez d'accord avec le procureur en disant « oui, je sais que je ne suis pas dans les clous de la légalité » et on négocie une amende, ou devant le juge pénal, c'est-à-dire en correctionnel, devant une formation de jugement. Ça, on est passé de 3-4 par an à 30-40 par an. Donc, on a énormément augmenté, mais par rapport à la masse de familles, ce n'est pas grand-chose. En termes d'informations préoccupantes, on parle de centaines. Là, vous voyez, on parle plutôt de dizaines. Et pour le coup, il y a eu quelques sanctions assez inédites
assez lourdes qui ont été prononcées de l'ordre de 2 000 € d'amende avec sursis. Mhm. Jusqu'à très récemment, j'avais l'habitude de dire à mes clients la prison n'a jamais été prononcée et encore moins requise. Et il y a 3 mois, on a rentré un dossier qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges où la famille avait été condamnée en première instance à 6 mois de prison avec sursis, en plus d'une amende. D'accord. C'est la première fois que j'en entendais parler. Depuis, par des retours sur les réseaux sociaux, j'ai appris qu'il y en avait eu 2-3 assez récemment. Donc ça a tendance à se durcir, mais sur la grosse majorité, souvent déjà ça va finir en non-lieu pour une raison simple, c'est que le rectorat n'est pas capable de faire un dossier complet à donner au procureur, et donc très souvent ils ne sont pas l'accusé de réception de la mise en demeure. Or, l'illégalité, c'est pas de ne pas scolariser, c'est de ne pas tenir compte de la mise en demeure. Donc si on ne peut pas prouver que vous avez eu la mise en demeure, il n'y a pas de condamnation possible. Donc c'est vrai que là-dessus, souvent ça se gagne, et sinon après, c'est soit plaider sur le montant de l'amende, soit, on ignore souvent, avoir une excuse valable, parce que le texte précise bien sans excuse valable. Et par exemple, une situation médicale, c'est une excuse valable. Une itinérance internationale qui est systématiquement rejetée par les rectorats, ça reste une excuse valable. Donc il y a aussi pas mal de choses à aller chercher là-dessus. Donc là-dessus, je vous dis, en règle générale, c'est pas forcément vrai procéduralement parlant, parce que je vous dis, par exemple, l'enquête sociale, ça ne donne pas lieu à des procédures stricto sensu, mais les taux de victoire sont assez importants. Au tribunal administratif, c'est l'exact inverse. Il y a énormément de dossiers et il y a des victoires, mais je dirais pas en majorité. Enfin, c'est compliqué parce qu'il y a le référé, il y a le fond et voilà. Mais sur le principe, je dirais qu'il y a quand même une majorité de rejets, tout motif confondu. Ceux qui se gagnent très très bien, c'est les motifs 1, dès lors qu'il y a des doutes médicales, parce que le juge, il n'est pas médecin. Au tribunal administratif, on parle bien là du tribunal administratif. Voilà, les motifs 1 se gagnent très bien. Les motifs 2, c'est le grand point d'interrogation. Bon, on en a eu 3 nous, dans notre vie. On a gagné les 3, mais bon, 3 sur 3, est-ce que je veux dire, c'est pas très représentatif. L'itinérance, c'est un grand n'importe quoi. On a des juges, j'ai vu passer des jugements, je n'étais pas dans les dossiers, donc je ne connais pas les pièces, mais ils avaient l'air d'expliquer que l'itinérance ne pouvait être que professionnelle et subie. Nous, on a obtenu une décision à Bordeaux reconnaissant l'itinérance de loisirs. Donc, il y a eu très peu de décisions sur le sujet, donc tout est à faire. Et en matière de situation propre, on a tout eu. Et en plus, pour les statistiques sur la situation propre, il faudrait distinguer les annulations sur la situation propre en tant que telle, que ce soit le critère ou sur les effets d'espèce, et les annulations liées au vice de procédure. Parce que les commissions d'impôt, parce que si vous voulez, quand vous gagnez sur un vice de procédure, bon, la famille est remboursée, c'est très bien, mais ça ne change rien au problème de la situation propre. Mais là-dessus, à mon avis, au contentieux, on doit être de l'ordre de, bon, à la louche, de 30 à 40% maximum en victoire. D'accord. Donc, on voit quand même une tendance, c'est-à-dire au tribunal administratif, on a quand même plus de rejets qu'au pénal. Oui. Oui. Ça, c'est clair et net. C'est assez. Vous, en tant qu'avocat, vous le voyez. Oui, mais après, c'est aussi la logique induite par les ordres de juridiction. Parce que si vous voulez, ce qu'on dit souvent quand on est avocat publiciste, même si on ne fait pas d'instruction en famille, c'est quand on entre au tribunal administratif avec son dossier, on a plutôt perdu avant d'ouvrir le dossier. Et après, il faut aller chercher la victoire. Parce que, voilà, on a une juridiction qui a été créée pour juger l'État. Oui, c'est ça. Il va pas se tirer une balle dans le pied. Elle est très compréhensible. Le juge administratif est en toute impartialité, mais il a fait des allers-retours dans l'administration, etc. Donc, il est très sensibilisé aux impératifs d'intérêt public et beaucoup moins aux intérêts des particuliers. Donc, ça s'explique aussi par ça. Le juge judiciaire, il est là pour protéger les particuliers. Voilà. Oui, ça, c'est une notion qu'on n'avait pas forcément en tête. Donc, c'est bien. Vous avez répondu à ma 3e question. C'est magnifique. Alors, dans votre très bon article, justement, vous en parliez tout à l'heure, donc du 25 février dernier, vous faites un retour développé sur le jugement de la Cour d'appel de Limoges qui a tranché en faveur d'une famille UF, ouvrant la voie, nous l'espérons, sur une jurisprudence qui fera date dans notre combat. Bon nombre de familles, demandant l'autorisation pour motif 4, ont été confrontées, bien sûr, à l'absurdité de certaines décisions de refus de la part des rectorats, ces derniers refusant de prendre en compte l'historicité de l'enfant et de ses apprentissages. Je vous cite dans cet article. Cette divergence d'approche entre juge administratif et juge pénal n'est pas anodine et s'annonce comme un argument de poids dans la bataille jurisprudentielle autour de l'historique comme fondement d'une situation propre et des pouvoirs d'appréciation du rectorat. Comment alors pouvez-vous expliquer qu'il y a une telle disproportion entre les jugements administratifs et les jugements pénaux ? Face à ce rouleau compresseur administratif, une importante proportion de familles s'épuisent à faire des requêtes administratives qui seront d'office, nous pouvons l'affirmer, comme étant rejetées, au détriment du bon sens développé par la Cour d'appel de Limoges.
Alors, si vous voulez, déjà, il y a ce que je vous ai dit juste avant, à savoir la nature du juge. Et le juge pénal, par définition, il est là pour se dresser entre le procureur et l'individu. Donc, il a cette conception-là. Alors que le juge administratif, c'est l'inverse. Il est là pour protéger l'État et empêcher l'individu de faire valoir ses droits. Ensuite, pour l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges, ce qui est intéressant, c'est que c'est le juge pénal. Et si vous voulez, le principe qui est assez logique, c'est que le juge administratif, il juge du droit administratif et le juge judiciaire du droit judiciaire. Le juge pénal, il a le droit de juger ce qu'il veut, parce qu'on considère que c'est l'action publique et que donc il a une plénitude de juridiction. Et là, la Cour est quand même allée extrêmement loin. Elle a totalement consacré l'erreur de droit telle qu'on l'appelait depuis le début de la réforme d'ailleurs, et sans aucune ambiguïté, et j'ai envie de vous dire presque en allant plus loin que nous. Donc vraiment, ça a été parfait. Ensuite, le deuxième apport de cette décision, et c'est là où vraiment elle est intéressante, c'est qu'elle vient dire quelque chose de très basique, mais que le juge administratif a beaucoup de mal à entendre. C'est ce qui consiste à dire le rapporteur public, le Conseil d'État, dans sa décision, pour le coup de manière très explicite, nous dit pour déterminer s'il faut autoriser ou non un enfant à recevoir l'instruction en famille, il faut faire une balance des intérêts entre une scolarisation classique, entre guillemets, et le projet d'instruction. Un enfant qui est instruit depuis 2, 3, 4, 5, 10 ans en famille. J'ai même eu le cas pour un enfant en 3e, âgé de 15 ans. Quel intérêt? Mais bon, dans ce cas-là, cet enfant, il a été autorisé de plein droit d'abord. Bon, ça, à la limite, il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire. Mais ensuite, parce qu'on a eu des cas, ils ont été autorisés 2 fois sur le dossier de la situation propre. Donc, le rectorat, 2 fois, il a pris le dossier. 2 fois, il a dit qu'il y a une situation propre qui justifie l'instruction en famille. Et la 3e année, il nous dit non. Et la scolarisation sera mieux, point. Sauf que vous avez un enfant qui a un historique en instruction en famille, qui a des contrôles par le rectorat d'instruction en famille, qui sont positifs, qui établissent que l'enfant progresse comme il doit progresser. Et donc, on a un rectorat qui, c'est le bon vouloir du prince, nous dit « Moi, je suis pour la scolarisation obligatoire parce que l'instruction en famille, c'est par dérogation, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas glosé sur ce par dérogation de l'article 131 alors que, si vous voulez, il n'y a aucune considération tenant à l'intérêt de l'enfant. Parce qu'à la limite, qu'on nous dit ça fait 8 ans qu'il est instruit en famille, mais les contrôles depuis 4 ans montrent des grosses fragilités sur tel domaine, sur tel élément du socle, etc. Et on pense que l'école pourra mieux répondre que votre projet éducatif. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on peut débattre. Quand on vous dit simplement non, mais aucun problème pour votre instruction en famille, votre dossier c'est le même que les années précédentes, mais actualisé. Les années précédentes, ça passait très bien, mais maintenant j'ai décidé que non. Voilà. Oui. Là, ça va plus. C'est vraiment le fait du prince. Et donc, si vous voulez, la Cour d'appel de Limoges, elle a brocardé ça de manière quand même très explicite. Le jugement, il fait 13 pages, ce qui est très long pour ce genre de jugement. Et si vous voulez, surtout, elle n'est pas isolée. Ça s'inscrit dans une lignée. Parce que je vous dis, on a eu le théâtre de Rouen sur le sujet, on a eu le théâtre de Nancy, on a eu le théâtre de Strasbourg. Récemment, c'était Caen. On a eu Versailles. Enfin, presque tous les théâtres, on les a eus à un moment donné au moins sur ce terrain-là. Le Conseil d'État, il n'a pas tranché explicitement ce point-là. Donc, la bataille reste ouverte. Et là où c'est très, très important d'avoir eu cet arrêt de cour d'appel, c'est que les CAA, majoritairement, ont été assez restrictifs sur l'instruction en famille. Alors, Versailles et Lyon, ça a été à peu près, mais le reste, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas eu énormément d'arrêts, mais ça a été plutôt la version du rectorat. Il faut une situation particulière, prouvée, démontrée, médicalisée, et qui concerne un enfant sur 1000. Donc, cet arrêt de cour d'appel, c'est pas mal parce que c'est le juge judiciaire qui, c'est très bête, mais dans la culture juridique française, le juge judiciaire, c'est le vrai juge. C'est ce que je veux dire. Quand on parle de droit et de qualité juridique, on a plutôt tendance à penser au juge judiciaire. Et donc, les CAA, ça fait autorité sur les TA, mais les TA ne vont pas être insensibles au fait qu'on ait un arrêt de cour d'appel du juge pénal qui plus est, qui rappelle certaines évidences. Et donc, ça va renforcer l'argumentaire, surtout que ça s'inscrit dans une suite où je vous dis, là, je ne sais plus, c'était en novembre, décembre ou janvier, où on a eu la série de jugements à Caen qui retiennent tous l'erreur de droit et ce qui va revitaliser le moyen. D'accord. Et l'erreur de droit, si vous voulez, c'est un peu la mère des batailles parce que si on arrive à jouer sur l'interprétation à avoir de ce quatrièmement et qu'on a une interprétation que j'estime assez raisonnable, c'est même pas militant, à savoir les parents doivent faire l'effort de présenter l'enfant pour qu'on puisse juger de l'articulation qui est faite dans le projet éducatif, 90% des familles que je peux connaître auront l'autorisation. Et il y aura un contentieux et tout se passera bien. D'accord. Donc, c'est pour ça. Donc, après, on peut toujours aller se battre ensuite sur la situation propre de l'espèce, de dire oui, mais il y a une situation qui fait que l'instruction en famille serait plus profitable à l'enfant. Mais là, évidemment, c'est plus du cas par cas, et des enfants, de leur capacité, de leur évolution, de leur contexte. Voilà, d'accord.
Donc, on voit bien que vous intervenez au niveau national, hein, donc vous êtes susceptible de vous rendre dans bon nombre de tribunaux afin de défendre vos clients. Pensez-vous que de même que les dossiers de demande d'autorisation ne sont pas traités de manière uniforme par les académies, hein, ça on l'a vu avec les chiffres nationaux, est-ce que les jugements administratifs ou pénaux ne sont pas globalement homogènes suivant votre région de résidence? Ça voudrait donc dire que les familles ne sont pas traitées sur un pied d'égalité et que leurs demandes ou requêtes sont traitées différemment si elles habitent Toulouse, Strasbourg, Limoges, Caen. Voilà, donc on parle de liberté, d'égalité, de fraternité, mais là, l'égalité, elle est où? Parce que si on est mieux traité à Limoges qu'à Toulouse, comment on peut expliquer en fait qu'un service public soit si peu homogène dans ses décisions? Alors ça, vous avez tout à fait raison, il n'y a pas d'homogénéité. Si vous voulez, déjà, il y a deux niveaux de distinction. Il y a les tribunaux qui jugent dans des temps compatibles avec une instruction en famille, ce qui, à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est mes préférés, parce que qu'on soit d'accord ou pas, au moins le justiciable a une décision de justice. Et ça, il y en a une grosse partie. Et puis, il y a les tribunaux qui ne jugent pas. Alors là, je vous ai parlé de quand il y a 5 minutes, mais quand ça faisait 4 ans qu'on attendait la première décision. Donc bon, là, on est ravis sur le principe, mais c'est pour des autorisations de 2022. Oui. Donc, c'est bien sur le principe, c'est bien pour les frais répétitifs pour la famille, mais dans l'effectivité concrète, c'est un petit peu problématique. Donc, on a les tribunaux qui jugent, ceux qui ne jugent pas. Ensuite, on a les tribunaux, alors je ne vais pas citer de nom parce que je n'ai pas envie qu'ils tombent sur ce live et qu'ils s'estiment trop favorables et qu'ils changent de jurisprudence, mais on a des tribunaux qui sont quand même plus souples que d'autres. C'est-à-dire que à Rouen, par exemple, le juge des référés qui gère l'IUF, et c'est inscrit dans le marbre, hein, c'est lui à chaque audience, pour avoir une autorisation en instruction en famille, ça relève du miracle, quel que soit le dossier. Et vraiment, quel que soit le dossier, hein, pour le coup, parce que j'ai vraiment vu des dossiers best-of se heurter à ça. Et à l'inverse, vous avez d'autres tribunaux où, si vous avez un dossier cohérent, je ne parle même pas de parfait, mais cohérent, les parents ont fait l'effort d'expliquer le quotidien, l'enfant, ses capacités, sa relation à l'instruction, en fait, et d'articuler le projet éducatif. Et ça se passe très bien. Donc, si vous voulez, il y a tant au niveau du rectorat qu'au niveau des délais de jugement, qu'au niveau des décisions de justice, il n'y a aucune homogénéité, mais vraiment aucune. Mais c'est quand même lamentable. Non, mais c'est alors. Est-ce que c'est de l'idéologie, de la politique? On parle de la justice qui normalement a les yeux voilés et qui est neutre, entre guillemets. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a une chasse à la sorcière, tout bêtement, quoi. Hein, alors, si vous voulez, la difficulté de ça, c'est qu'il n'y a pas de jurisprudence avec un grand J. C'est-à-dire que la jurisprudence, c'est le Conseil d'État qui l'a fait, et le Conseil d'État n'a pas dit il faut une situation propre qui serait une situation particulière, et n'a pas non plus dit la situation propre, c'est simplement le fait de présenter la situation de l'enfant. Il est resté au milieu du gué, et donc forcément, on se rapporte à ce que disent les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel. Le problème, c'est que tous ces gens-là, aussi respectables soient-ils, ils ont un pouvoir souverain d'appréciation. C'est-à-dire que chaque juge du fond, tant que le Conseil d'État n'a pas tranché la question, a le droit de dire j'en ai rien à faire que 95% de mes collègues pensent comme ça, moi je pense autrement. Et donc forcément, vous avez énormément de décisions qui vont dans tous les sens. Et c'est insupportable pour les familles parce qu'il n'y a pas de prévisibilité, donc il n'y a pas de sécurité juridique. Pour moi, en tant qu'avocat, c'est très compliqué parce que l'instruction en famille, c'est entre guillemets un petit monde, même s'il y a quand même pas mal de monde. Beaucoup de gens se connaissent et c'est très compliqué quand vous expliquez à deux personnes qui se connaissent que vous avez représenté pourquoi vous avez gagné pour l'une et pas pour l'autre, alors que leurs dossiers sont comparables en tout point. Donc, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal, mais ce que je vous disais tout à l'heure, ça arrive malheureusement assez régulièrement qu'il y ait une réforme d'envergure. Pendant 5 à 10 ans, il y a une grosse incertitude. On a eu le coup, par exemple, alors des choses qui n'ont rien à voir avec l'instruction famille, mais sur l'objet des contrats de droit privé, il y a eu toute une saga jurisprudentielle sur 10 ans. Pour les clauses abusives, par exemple, dans les établissements privés, vous avez une saga aussi qui vient de finir, qui s'est étalée pendant 10-15 ans. Donc, on a pareil pour les biens de retour dans les marchés publics, enfin, sur beaucoup de domaines qui n'ont strictement rien à voir et où on suspecte moins une volonté politique, parce que là, on parle d'enfants, d'instruction, donc forcément, il y a quelque chose de politique derrière. C'est assez couramment le cas. Quelque part, c'est heureux parce que ça prouve que chaque juge est libre et indépendant. Mais du point de vue du justiciable, c'est assez compliqué parce qu'en ce moment, selon le juge et le tribunal dans lequel vous tombez, votre dossier, il est bien ou votre dossier, il est rejeté. Oui, c'est ça. Et donc, on comprend bien qu'il faut quand même mener la bataille, qu'il faut quand même continuer à faire ces requêtes, puisque si on a bien compris, il faut 5 à 10 ans pour qu'on puisse avoir l'espérance que la loi soit
Clarifié, en tout cas, oui. Voilà, qu'il faut une dizaine d'années pour qu'on comprenne qu'il y a un gros nœud administratif, un gros nœud judiciaire et que la loi change. Donc, c'est pour ça que. Pas forcément change, mais que du moins le Conseil d'État soit saisi, parce qu'il faut Voilà. aussi des procédures en cassation, et qu'ils se disent bon, là, il y a quand même beaucoup trop de décisions, il faut un petit peu siffler la fin de la règle, et moi, je décide que cette loi s'interprète comme ça. Et si vous voulez, une fois qu'il y a ça, il y a deux solutions. Soit l'interprétation, elle est favorable et tout le monde est content et il n'y a pas tellement de débat, soit l'interprétation, elle est défavorable et au moins, les administrés peuvent savoir à quoi s'attendre. Moi, je peux informer les familles quand elles me contactent parce qu'aujourd'hui, moi, je peux vous dire ce qui est passé, je peux vous dire ce qui n'est pas passé et en règle générale, pour chaque victoire, je peux vous citer un jugement équivalent ou c'est un rejet. Et pareil pour chaque rejet. Donc, c'est extrêmement compliqué. Par exemple, les jumeaux qui ont très bien fonctionné, il y a eu pas mal de jurisprudence. Bon, l'année dernière, ce n'est pas du tout passé alors qu'on était devant le même tribunal et le même juge. Oui. C'est la loterie. C'est la loterie. Pour l'instant, il y a un peu de ça. Après, c'est aussi un travail de conviction. C'est du militantisme juridique. D'aller chercher les juges parce qu'il ne faut pas négliger quelque chose. C'est que l'instruction en famille, quelque part, par rapport à la proportion d'élèves scolarisés, c'est rien du tout. On parlait de 50, 60 000 personnes sur 3 millions d'élèves. Et donc, très souvent, les juges administratifs, il y en a 200 en France. Bon, statistiquement, vous en avez peut-être un ou deux qui connaissent l'instruction en famille par sa vie personnelle. Le reste ne connaissent pas. Et l'humain, quand il ne connaît pas quelque chose, il s'en méfie. Et donc, quand il voit le rectorat arriver et faire parce que pour le coup, du côté du rectorat, pas des juridictions, il y a une vraie chasse aux sorcières, il se dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, on a ce travail de pédagogie à faire pour expliquer aux juges, mais ça va de mieux en mieux, c'était surtout les premières années, ce qu'est l'instruction en famille concrètement. Parce que c'est vrai qu'il y a des juges, vous leur dites instruction en famille, ils imaginent vraiment, c'est la caricature du discours des Mureaux, donc la petite fille dans la cave, privée de toute instruction et de tout contact. Est-ce que vous pouvez, ça me vient à l'idée là, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du problème, parce qu'on a souvent des familles qui nous en parlent, le fait de sucrer la CAF, de sucrer les allocations sans jugement. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous pourriez nous préciser un peu cette problématique? Est-ce que le rectorat a le droit de supprimer les allocations familiales parce que les parents n'ont pas reçu l'autorisation, par exemple? Alors ça, ce n'est pas le rectorat, mais la loi prévoit bien en effet que les allocations familiales sont versées sous condition de fournir soit un certificat de scolarité, soit une autorisation d'instruction en famille. Ce qui fait que la CAF a le droit, au moment où elle se rend compte que vous avez fourni aucun des deux documents, d'annuler les versements à venir et surtout de demander la restitution des anciens versements. D'accord. Donc ça, malheureusement, légalement, ils ont le droit. D'accord. Ce contentieux-là, à ma connaissance, il n'y en a pas eu. Donc, je n'ai pas de jugement à vous donner. Il y avait eu un truc à Paris en 2023, mais c'était sur de la procédure. Enfin, ça n'écarte pas du tout sur le bien fondé. Mais malheureusement, là-dessus, ça semble… mais c'est clair. Au moins, il faut soit certificat de scolarisation, soit autorisation. À la limite, si la CAF vous demande de le produire demain, que vous ne le produisez pas et que dans un an, elle vous dit je vous retire 2 ans de prestations, là, on pourrait contester sur la mauvaise foi, le fait que c'est quoi le délai, etc. Mais sur le principe, ils ont le droit. D'accord, très bien. Alors, on arrive à la fin de notre première partie. Avant de laisser la parole à Mathilde, au regard de tout ce que on vient de dire, et par l'abondance donc des témoignages des familles IEF, est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'avocat, qu'il serait légitime et motivé pour toutes ces familles françaises qui ont été maltraitées administrativement pendant des années de s'associer nationalement en vue de porter plainte contre l'administration? Pensez-vous que cette démarche puisse aboutir et puisse faire bouger les lignes au niveau politique pour revenir au régime déclaratif? Quels seraient vos conseils pour mettre en place une telle démarche en tant qu'avocat? Alors, pour tout vous dire, tout est question de terminologie, parce que porter plainte, ça n'aboutirait pas parce qu'il n'y a pas de responsabilité pénale du fait de l'application des lois, y compris de la mauvaise application des lois. Parce que la seule limite pénale, ce serait l'ordre manifestement illégal. Mais comme on est en plein débat, vous voyez ce que dire, ce ne serait pas manifestement illégal. Donc là-dessus, non. En revanche, faire une action nationale collective à 2, à 2000 ou à 20 000, pourquoi pas, en responsabilité contre l'État, ça, c'est possible. C'est la procédure indemnitaire devant le tribunal administratif assez classique. La seule chose, c'est que, si vous voulez, la réussite finalement de ce recours indemnitaire, elle tient à la réussite de la guerre jurisprudentielle dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que toute illégalité est une faute. Donc, si on démontre qu'il y a une illégalité de l'État, on a une faute, et donc si on arrive à avoir un lien de causalité, on peut se faire indemniser d'un préjudice, ne serait-ce qu'un euro symbolique, mais sur le principe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas tranché.
Et donc, si on fait ce recours, on sait comment le faire, mais on ne sait pas dans quel sens ça va aller parce que tout dépendra. D'accord. Oui, c'est très flou en fait. Mais si vous voulez, ça peut être aussi un moyen de forcer le Conseil d'État à prendre position. Parce que du coup, vous faites un recours au TA. Bon, si vous gagnez, le ministère fera appel, c'est sûr. Si vous perdez, vous faites appel. Et ensuite, vous, pas forcément, mais le ministère, pareil, s'il perd en appel, il fera un pourvoi en cassation. Vous, si vous perdez et que vous voulez vraiment le faire, vous ferez un pourvoi en cassation. Et là, le Conseil d'État sera obligé de se prononcer, sachant qu'il n'y aura pas l'opportunité, comme c'est souvent le cas malheureusement quand on dépasse l'année scolaire, de prononcer un non-lieu. Comme c'est un recours indemnitaire, ce n'est pas lié à la durée d'autorisation. Donc, c'est toujours intéressant 3 ans plus tard. Alors que l'autorisation, souvent, le Conseil d'État va vous dire non-lieu à statuer, l'autorisation est expirée, il n'y a plus lieu de juger. Oui, d'accord. Donc, ça peut être une bonne manière de forcer le Conseil d'État à prendre position. Oui. Mais encore faut-il s'organiser nationalement et à quel TA, justement, déposer cette plainte, quoi. Alors pour le coup, tout dépendra comment vous le formulez et qui vous attaquez, mais probablement ce sera directement au Conseil d'État. Mais pas en juge de cassation en première instance. D'accord. Bon, c'est à réfléchir. Mais ça peut être intéressant et c'est vrai que, mais en soi, ce qu'il faut dans ce cas-là, en général, c'est se structurer en association ou faire jouer les associations. Elle s'était mobilisée d'ailleurs pour les décrets d'application du nouveau régime. Et puis aussi, il y a des procédures en cours en ce moment même devant la CEDH. Alors, je ne les ai pas suivis de près, j'avais participé au lancement, je m'étais entretenu, mais je crois que vous avez reçu d'ailleurs l'avocat en charge. Mais voilà, je ne sais pas où ça en est, mais en tout cas, l'esprit est déjà présent dans pas mal d'associations. Oui, d'accord. Alors, nous, on a un projet justement avec SOS-IOF, donc je vais passer la main à Mathilde concernant la demande à l'UNESCO. Voilà, Mathilde. Oui. Merci, Maître Fouret. Merci, c'était passionnant, évidemment, et ça nous donne encore du grain à moudre, hein, donc c'est super. Et alors, je te supprime mon gel de l'écran. Donc, nous allons passer à cette deuxième partie, puisqu'effectivement, face à la purge de l'instruction en famille qui est pratiquée depuis 2022, par les services de l'éducation nationale, et parce qu'évidemment ce patrimoine qu'est l'IUF est en voie d'extinction, je pense qu'on peut le dire, hein, nous entreprenons donc une démarche d'inscription de l'IUF au patrimoine culturel immatériel. Donc c'est évidemment un gros dossier. Il s'agit dans un premier temps de faire inscrire l'IUF au patrimoine culturel immatériel français, avant effectivement d'en demander son inscription auprès de l'UNESCO. Donc, on s'est expliqué dans le détail sur cette démarche en mai 2025 et lors de notre dernière interview, on avait reçu le juriste Christophe Holzenlogel, à qui on avait aussi posé la question de savoir ce qu'il en pensait. Voilà, donc je renvoie les gens qui voudraient en savoir un petit peu plus, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails à ces 2 vidéos. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est de vous demander à vous, Maître Fouret, ce que vous pensez de cette démarche. Écoutez, il y a 2 points de vue. Il y a le point de vue symbolique, théorique et le point de vue assez concret. D'un point de vue symbolique, ça peut être intéressant parce que, bon, l'inscription française en tant que telle, ça ne changera pas grand-chose, ça apportera une dimension symbolique, ça fait toujours un argument, mais ça n'a pas de valeur contraignante en droit. Mais en revanche, l'inscription internationale à l'UNESCO, ça permettrait d'en faire une sorte de droit opposable à l'État, puisque dans ce cas-là, l'État, par renvoi de convention, sera obligé de mettre en œuvre des obligations positives afin de renforcer la liberté d'instruire en famille son enfant. Donc ça pourrait être bien. La seule chose, c'est que c'est comme tous les droits qui ne sont pas invocables par les particuliers des normes européennes ou conventionnelles. Par conventionnel, j'entends CEDH et européenne plutôt, charte de droits fondamentaux. C'est que si vous voulez, vous ne pouvez pas vous en servir en droit interne. Par exemple, de mémoire, je ne sais plus, l'article 13 ou 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit la liberté fondamentale d'inscrire son enfant en famille. Oui. Mais nous, devant le TA, c'est inopérant. On ne peut pas s'en prévaloir. Mais en soi, on pourrait très bien faire un recours devant, pour le coup, la Cour de justice de l'Union européenne contre la France pour s'en plaindre et avoir, quelques indemnités plus que symboliques. Mais donc, si vous voulez, dans l'esprit, ça reste opposable, mais en termes d'effectivité, je ne suis pas certain que ça permette aux familles in concreto d'avoir l'autorisation. Après, ça peut avoir un effet politique ou associatif militant et faire évoluer les choses. Mais là, on est entre guillemets sur de l'extra-juridique. Mais d'un point de vue purement juridique, ça apportera un petit peu à l'argumentation.
parce que ça permettrait, je vous parlais tout à l'heure des juges qui connaissaient mal l'instruction en famille, de les rassurer, de leur dire, vous voyez, c'est quelque chose de reconnu, c'est quelque chose d'établi, etc. Ça permettrait également de faire un peu de juridisme dans les requêtes, mais in concreto, je ne pense pas que si on avait ça demain matin, ça changerait la place du contentieux. Ouais, c'est pas un argument que vous, en tant qu'avocat, vous pourriez utiliser pour venir enrichir vos ça pourrait faire partie d'une liste d'arguments, mais en tout cas, ce ne serait pas un moyen à part entière, ce serait vraiment un élément d'un argumentaire. Et alors, vous distinguez… à tout ça, c'est que pour être inscrit à l'UNESCO, il faut être validé par le ministère de la Culture. Oui, c'est pour ça. L'ouverture de l'État envers l'instruction en famille, vous me direz, il y aura des présidentielles l'année prochaine, donc on verra. Mais voilà, sur le principe, je crains que le ministère n'ait pas très envie de soumettre ça. Ah bah c'est sûr. Alors justement, c'est intéressant parce que vous distinguez l'inscription au niveau de la France et l'inscription au niveau de l'UNESCO. Vous faites de l'inscription au niveau de la France apparemment quelque chose qui pourrait ne rien changer du tout, à contrario de l'inscription au niveau de l'UNESCO. Vous pensez que voilà, s'il y avait cette inscription au niveau de l'UNESCO, ce serait quand même l'UNESCO, je vous dis, en droit pur, si on fait un cas pratique à l'université, si vous êtes inscrit à l'UNESCO, on peut reprocher à la France de ne pas mettre en œuvre des mesures favorables à l'instruction en famille pour assurer justement sa sauvegarde. Donc l'exact inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on ne pourrait pas s'en servir dans des refus d'autorisation individuelle. En revanche, si on reprend l'idée dont vous m'avez parlé juste avant, on pourrait très bien monter un collectif pour aller engager la responsabilité, d'ailleurs tant devant la CEDH que devant la CJUE, même si, pour la CJUE, il y a un problème, parce que, comment dire ça simplement, la CJUE, si vous voulez, notamment la Charte des droits fondamentaux, elle pose plein de droits. Donc on se dit, tiens, l'Union européenne protège nos droits. Mais le droit européen est un peu subtil, donc le droit communautaire, et il ne s'impose que dans les matières gérées par l'Europe. Et l'éducation n'en fait pas partie. Donc tout ça pour vous dire que la Charte des droits fondamentaux, elle pose une déclaration forte, c'est théoriquement un texte fort, mais qui en fait vaut rien. C'est plutôt devant la CEDH qu'on aurait bon espoir, et où on pourrait tout à fait exciper de la Charte des droits fondamentaux que théoriquement, les pays européens sont censés respecter. Mais donc, si vous voulez, ce serait plutôt sur un coup de billard à 3 bandes plutôt qu'en direct que pour y avoir un effet. Ah ouais, d'accord. Alors, est-ce que vous auriez des conseils et des recommandations à nous donner, même si, je sais que vous n'êtes pas spécialiste de cette partie-là. Est-ce que vous auriez, conseils, recommandations à nous donner pour enrichir notre dossier, puisque on l'a déjà expliqué, mais c'est un dossier qui évidemment qui nécessite qu'on ait des soutiens, ça c'est évident, qui nécessite un argumentaire. Donc est-ce que vous pensez avoir conseils et recommandations Alors déjà, oui, c'est ça. Il faudra montrer qu'on représente une communauté. Oui. Et c'est très bête, mais plus c'est large, mieux ce sera. Donc, tout ce que vous pourrez avoir pour étendre le cercle, c'est bien. Ensuite, en termes de documentation, il y a des choses qui peuvent être assez intéressantes. Déjà, les lois Jules Ferry. Ouais. Et ensuite, alors, vous pourrez trouver ça dans les conclusions du rapporteur public du tribunal administratif de Rennes, le tout premier jugement au fond d'instruction en famille. Je crois que c'était le 10 octobre 2022 de mémoire, mais le tout premier. Et il avait retracé cet historique. Je ne crois pas qu'un autre chercheur l'ait fait, mais qui, grosso modo, montrait que l'instruction en famille avait toujours été présente en France depuis 150 ans et que non seulement elle avait toujours été présente dans la République, mais qu'elle avait accompagné la République, puisque c'est elle qui, la première, avait permis l'instruction des jeunes filles qui n'avaient pas le droit d'aller à l'école publique à l'époque, avait permis l'instruction des personnes en situation de handicap, qui, pareil, n'étaient pas accueillies dans l'établissement scolaire, et qui, donc, finalement, loin d'être dérive séparatiste, était un véritable complément et enrichissement de l'instruction via la scolarisation. Et que vraiment, ces deux voies de scolarisation marchaient de concert. Ça, c'est intéressant. Si vous voulez, c'est vrai que historiquement, ça a été démontré. Après, ça aura également un sens, je pense, de prendre tout ce que vous pouvez. Alors, de temps en temps, vous avez des études de la DGESCO, ça c'est ce qui est mieux, mais sinon, les sondages, genre Félicia ou autres, pour le taux de contrôle défavorable, qui est quand même ridiculement bas. C'est-à-dire qu'il y a plus d'échecs au baccalauréat que de contrôle défavorable. Et là, je ne parle même pas de mise en demeure. Je parle, on est sur 98 ou 99% de contrôle favorable et quasiment 99,5% après le deuxième contrôle. Donc, on est quand même sur une aiguille. Bien sûr. Donc ça, je pense que ça vaut le coup d'être documenté. Après, pareil, le fait que aujourd'hui, d'un point de vue sciences cognitives, sociologie, etc., on ait beaucoup d'évolutions, ça peut être des choses intéressantes à rajouter dans le dossier. Si vous voulez, l'idée, c'est de montrer que c'est une pratique qui est ancrée, qui fait partie de la tradition
et qui en même temps a un intérêt actuel. Et alors, la loi Jules Ferry dont vous parliez, c'est bien évidemment cette idée que dans la loi Jules Ferry de la fin du 19e, il était évidemment tout à fait prévu que l'instruction puisse se faire à la maison. C'est ça dont vous parlez. L'instruction en famille qu'on a connue jusqu'en 2022, c'est la loi Jules Ferry. C'est la loi Jules Ferry, c'est ça. Alors moi, j'avais cherché sur Internet et j'avais retrouvé une affiche publicitaire là, qu'ils avaient faite à l'époque où effectivement, il était bien précisé que voilà, qu'il y avait l'instruction à l'école, mais qu'il y avait aussi évidemment possibilité de faire l'instruction à la maison. Bien sûr, et Jules Ferry, dans sa loi, alors, je ne sais plus si c'est expressément dans la loi ou dans les travaux parlementaires, oui, c'est dans la loi. Il dit très explicitement que c'est sa compagne de marche de la scolarisation, l'instruction en famille. Il y a des enfants, l'instruction en famille, ça ne leur va pas du tout parce que les parents, parce que le contexte. Il y a des enfants, la scolarisation, ça ne leur va pas du tout pareillement. Et surtout, on le voit bien, nous on fait beaucoup d'instruction en famille, mais on fait surtout du droit de l'éducation. Ce que je disais toujours, la première année de la réforme, c'est étonnant. Une semaine sur deux, je plaide pour un enfant de 3 ans qui doit être scolarisé, qui ne veut pas. Et l'autre semaine, je plaide pour un enfant de 2 ans et demi qui veut être scolarisé, qui n'en a pas le droit. On est quand même dans un état étonnant. Il y a des gens en motif 1, on les oblige à scolariser, on leur refuse l'autorisation. Et moi, toute la journée, j'ai des gens qui ont droit à des AESH, à des aménagements qui ne sont pas respectés et que le rectorat ne veut pas mettre en œuvre. Donc on est c'est bien que vous le disiez, ça. Non, mais c'est ce que j'arrête pas de dire au juge. À chaque fois que j'ai un motif 1, je dis au juge, je ne vais même pas vous donner de jurisprudence, vous en avez 10 par semaine. Dans tous les tribunaux de France, c'est le cas. Les AESH, c'est comme les refus en droit d'asile, c'est des contentieux de masse. Il y en a tout le temps parce qu'il n'y a pas de statut d'AESH, il n'y a pas les ressources des rectorats, etc. Mais donc, on a une scolarisation à tout prix, mais sur un dôme purement idéologique. C'est-à-dire qu'on ne dit pas il faut la scolarisation parce que l'instruction est meilleure, parce que l'enfant s'y développe mieux, parce que telle chose. On nous dit il faut la scolarisation, point. Alors justement, ça me fait penser, je pense que vous en entendez beaucoup parler, l'histoire de la sociabilisation, la légende urbaine que les enfants en IEF ne seraient pas sociabilisés, parce que nous, quand on reçoit nos injonctions de scolarisation, nous c'était notre cas par exemple, voilà, que notre fille devait aller à l'école pour être sociabilisée. Enfin, vous lisez un truc pareil, vous pleurez toutes les larmes de votre corps, quoi, parce que votre enfant est non seulement évidemment sociabilisé, mais qu'en plus il est sociabilisé de façon extrêmement riche avec des enfants qui sont en IEF, des enfants du village qui vont à l'école. Enfin bon, tout ça pour dire que je ne sais pas si vous avez des références d'ouvrages ou d'articles sur ce sujet, mais mais peut-être que ça, évidemment, ça devra figurer aussi dans notre dossier. Mais quand on cherche un petit peu, on se rend compte que les études qui ont été faites là-dessus prouvent que évidemment les enfants sont parfaitement sociabilisés et qu'en plus la sociabilisation est une sociabilisation de qualité. Ça, si vous voulez, c'est ce que je vous disais, mais c'est moins le cas aujourd'hui. Mais les premières années, j'étais obligé d'expliquer au juge. Je leur disais, mais en fait, tout simplement, allez sur Internet, allez sur Facebook, tapez IEF, regardez. Il y a très souvent des familles qui font des ateliers qui invitent d'autres familles, des familles qui mettent des terrains d'accueil pour d'autres familles, des grands conventions, je ne sais pas comment dire, des manifestations de France réunions. Enfin, il y a énormément de choses qui se font au sein de l'instruction en famille. Et d'ailleurs, dans beaucoup de projets éducatifs, il y a des photos des enfants. Très souvent, il y a différents enfants sur les photos, ce qui veut bien dire qu'a priori, il y a différents enfants qui sont en contact avec l'enfant. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Et plus important, et ça, pour le coup, je pense que c'est très porteur et que c'est comme ça que ça doit s'interpréter sans débat. La Cour d'appel de Limoges, dont je vous parlais tout à l'heure, elle a aussi explicité le fait que le rectorat, la sociabilisation, ce n'est pas son sujet. Et ça obéit à une logique. Parce que le rectorat, il doit vérifier des points essentiels de la pédagogie et éventuellement la situation propre ou ce qu'on met dedans. Mais la sociabilité de l'enfant, c'est évoqué nulle part. Pour une raison simple, c'est que, si vous voulez, c'est le bien-être de l'enfant, ça. Et le bien-être de l'enfant, il est contrôlé par qui? Par la mairie, dans son contrôle biannuel normalement. De même que c'est à elle, selon le code de l'éducation quand même, de contrôler la réalité du motif. Preuve que le rectorat n'a pas à la contrôler elle-même. Donc, si vous voulez, autant que la mairie vous dise, moi, je vous fais un contrôle défavorable parce que je considère que votre enfant n'est pas assez sociabilisé, il y a un sujet, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais pourquoi pas? Mais le rectorat, il n'a pas à aller sur ce terrain-là, normalement. Ça, c'est quand même très intéressant. Parce que je dis toujours en famille, le juge, il faut le rassurer. Le juge administratif, c'est un trouillard. Donc, si le rectorat va sur ce terrain-là et que le juge est inquiet, il vaut mieux lui donner des gages. Ouais. Mais bon, je ne sais pas si. Arriver à un moment donné à une évacuation de cette question-là. Ouais, alors je ne sais pas si au niveau, je sais pas si vous en entendez moins parler qu'avant, mais c'est quand même quelque chose qui revenait sans arrêt. Je ne sais pas si dans les tribunaux ça revient encore autant ou si au contraire ça commence à. L'été dernier, on en a eu pas mal. C'était la rengaine, si vous voulez, il y en avait 2. Il y avait ça, le manque de sociabilisation et le fait que vous n'aviez pas de notification MDPH en motif 1.
qui sont deux considérations tout à fait illégales, hein, qui ont été, en tout cas, dans tous les dossiers que j'ai fait, à chaque fois censurés. Mais voilà, ça a été les deux rengaines. Mais là, j'imagine que certains rectorats vont continuer, parce que notamment le rectorat de Normandie, il nous parle plus de sociabilisation de l'enfant à l'école, toujours en se fondant sur des arrêtés et des textes réglementaires et non pas sur la réalité. Et c'est le problème, si vous voulez, c'est ce que je dis toujours aux juges, et c'est pour ça que c'est bien quand on passe au tribunal d'avoir un juge ou une juge qui est en âge d'avoir des enfants, et notamment scolarisés, parce que ça leur permet de voir le régime juridique, qui est très franchement extrêmement qualitatif en France, et la réalité. Parce que si vous avez un enfant handicapé en France et que vous regardez le code de l'éducation, c'est merveilleux. Dans la réalité, on a beaucoup de travail sur le boulot. Ça veut dire que c'est pas merveilleux. Mais d'un point de vue législatif, on a prévu beaucoup de choses. Le seul problème, c'est qu'on ne s'est pas donné les moyens. Et donc, comme le juge qui n'a pas d'enfant, il est dans sa théorie de juriste, il a 30 ans, il regarde que le droit, il se dit il n'y a pas besoin d'instruction en famille, tout est parfait à l'école. Alors que la mère de famille, notamment, qui a géré pendant 10 ans les conditions chaotiques de scolarisation de ses enfants, elle se dit oui, alors vous êtes bien gentil, mais l'école maternelle est accueillante, bienveillante et s'adapte à chaque enfant. Oui, c'est une très belle phrase, c'est vrai, c'est dans l'arrêté de 2015, mais on repassera. Ouais. Ça, c'est bien de le dire aussi. Dernière question. Pensez-vous qu'il y ait une possibilité pour que nous obtenions gain de cause et que, pourquoi pas, la France inscrive l'IUF au patrimoine culturel immatériel et que l'UNESCO, alors, évidemment, les deux démarches peuvent être faites, on va dire, entreprises au même moment, mais enfin, clairement, il faut quand même que la France accepte pour que l'UNESCO puisse derrière donner aussi une réponse positive. Alors ça, moi, j'ai envie de vous dire, à mon sens, ça va dépendre des évolutions politiques du pays. On a aux dernières législatives, alors est-ce que ce sera les mêmes programmes ou pas aux prochaines élections, je ne sais pas, mais en tout cas, deux grosses forces politiques qui, de manière indirecte pour l'une et directe pour l'autre, prévoyaient le rétablissement à la simple déclaration. Donc ça, vous voyez ce que je veux dire. Si ça évolue, ce sera assez favorable et ça accélérera probablement votre démarche. Si à l'inverse, on a la Macronie qui continue d'être élue, a priori, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ils risquent d'être extrêmement hostiles à ce projet, ce qui fait que pour la reconnaissance française, ça risque d'être très compliqué, et que pour l'inscription à l'UNESCO, comme il y a un filtre du ministère de la Culture, ça me semble assez compliqué. Paradoxalement, je pense que le plus compliqué, c'est l'étape française. C'est-à-dire qu'une fois que le ministère de la Culture aura accepté d'envoyer à l'UNESCO, je pense que ce sera plus facile. Et que là, on peut être plus optimiste. Donc, en fait, le vrai blocage, il risque d'être politique. Mais si vous passez le filtre du ministère de la Culture, je pense que 80% du chemin est fait. Alors qu'on pourrait se dire c'est le début, mais je pense que ce sera le filtre là. Le filtre du ministère de la Culture français. Ok, merci beaucoup. Je vais faire revenir Angèle. Angèle, tu es là? Oui, elle est là, Angèle. Pour qu'on se dise au revoir. Merci beaucoup, Maître Fourré. C'était très intéressant, évidemment. C'est un point d'étape. On pourra en refaire un autre. Il y a tellement à dire sur le sujet. Et vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. Et puis, à très bientôt. On se tient au courant, de toute façon. Salut, Angèle. Salut, merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt.